pouvoir être encodé de la manière la plus efficiente. Donc le temps, c'est aussi visuel. Ça peut être des emplois du temps, ça peut être des time timers, vous savez, pour pouvoir voir le temps passer quand on est sur les tâches. Mais ça doit être automatisé, c'est-à-dire construit sur le long terme. Il commence dès la maternelle à apprendre du coup la structuration temporelle, et on a des enfants et des ados au lycée qui n'ont pas toujours acquis les jours de la semaine. Donc imaginez-vous anticiper vos devoirs quand vous ne savez même pas quel jour on est. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, et encore une fois, on ne peut pas leur demander d'être autonomes. Il va falloir structurer, mettre des emplois du temps du coup visuels pour qu'ils puissent se baser sur ces outils-là et construire peu à peu leur autonomie. Il y a une chose aussi, peut-être que Camille, tu pourras en parler, le concept de catégorisation qui est difficile aussi chez les TDAH et qui met en difficulté parfois leur concept. Oui, alors ça rentre dans la logique. En fait, la logique est difficile chez les TDAH parce que pour utiliser son raisonnement, en fait, on a deux systèmes dans le cerveau. Il y a un système 1 qui est très rapide, comme ça va être les réponses intuitives. Et c'est très bien qu'on ait ces réponses rapides et intuitives, parce que s'il fallait tout le temps qu'on prenne le temps pour n'importe quelle décision, on ne serait juste pas fonctionnel. Donc, la plupart du temps, en fonction des expériences qu'on a, voilà, on va répondre de manière un peu automatique comme ça. Et notre système d'inhibition va nous faire dire que parfois, ah non, là, ma réponse automatique, ça va pas, je vais attendre, enfin, je vais faire stop sur cette réponse-là, et je vais utiliser un système plus lent, mais du coup, qui va me permettre de raisonner. Voilà. Donc, par exemple, si on prend un problème, Paul a 2 € de moins que Pierre, donc Paul a 6 € et il a 2 € de moins que Pierre. Combien a Pierre? Et là, un enfant qui va avoir du mal à raisonner, enfin une personne, il va avoir tendance à faire 6 moins 2 parce qu'on entend le moins. Et en général, dans les problèmes, quand on entend moins dans le problème, il faut faire une soustraction. Alors que dans ce problème-là, il faut faire une addition. Je ne sais pas si c'est très clair sans support visuel, mais voilà. Donc, en général, quand il y a moins, dans l'énoncé, hop, on fait moins, ça marche bien, c'est rapide, ça nous permet de faire notre problème rapidement. Mais il y a d'autres problèmes où on a besoin d'utiliser, là, pour le coup, notre raisonnement. Donc, tout ce qui est raisonnement, mais pareil, raisonnement verbal, catégorisation, enfin, vraiment, tout ce qui est raisonnement, il y a vraiment besoin, enfin, la compétence de base, c'est l'inhibition. Et donc, quand dans le TDAH, il y a des difficultés en inhibition, il y a très souvent des difficultés en raisonnement et donc en mathématiques chez les personnes avec un TDAH. Voilà, c'était ça la question. Ouais. J'avais 2 remarques par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. C'était sur les comorbidités et les surhandicaps. On a souvent tendance à penser que quand il y a 2 handicaps, ils s'additionnent. C'est-à-dire, il y a un TDAH et il y a une dyspraxie, alors qu'en fait, ça se multiplie. C'est-à-dire que la somme de handicaps apportés par les 2 troubles, elle est plus importante que les 2 séparés. Parce que, en fait, quand on a un handicap, on va servir des autres ressources pour compenser. Et là, il y a moins de ressources aussi d'un côté et de l'autre pour compenser, ce qui fait que quelqu'un qui a 2... Vous voyez, c'est comme une personne qui est sourde, elle peut lire sur les lèvres, elle peut parler, on peut lui apprendre. Personne qui est sourde aveugle, pour parler, c'est déjà plus compliqué. Vous voyez, ça demande beaucoup plus de ressources et beaucoup plus d'adaptation de l'environnement. La personne sourde aveugle, on va lui apprendre à signer dans les mains éventuellement, mais il faut du coup que tout l'entourage sache signer dans les mains. Donc vous voyez, quand il y a comorbidité, ça demande beaucoup plus d'adaptation et de compensation et d'aménagement de la part de l'environnement et de l'entourage, parce que c'est pas juste 2 troubles l'un avec l'autre qui s'additionnent, vraiment ça se multiplie. Et la deuxième chose, c'était par rapport à votre remarque tout à l'heure, ah mais c'était bon et puis là c'est plus bon, il faut tout recommencer. S'il y a quelque chose qui est automatisé et qu'un jour ça marche plus, ça ne veut pas dire que c'est à recommencer, ça veut peut-être juste dire que aujourd'hui il est peut-être plus fatigué et aujourd'hui ça marche plus. Et on peut avoir tendance à se décourager, à dire faut tout recommencer, alors que non, c'est peut-être juste aujourd'hui, hier. Enfin, j'étais à la banque, je déposais mes chèques.
c'est automatisé normalement chez moi de déposer mes chèques à la banque. Et en tapant le truc, au lieu de taper mon code de carte bleue, j'ai tapé le montant du truc. Enfin, du coup, ça marchait pas, je comprenais pas. Bon, j'étais un peu fatiguée hier, donc voilà. Mais ça veut pas dire que je ne pourrai plus jamais faire mon. Enfin voilà, ça va tout le temps être la galère pour faire mon code et mettre mon chèque à la banque. C'est juste que bon, hier j'étais fatiguée, voilà. Donc aussi avoir un peu de douceur et d'indulgence avec soi-même en tant que parent et de se dire bon, c'était juste aujourd'hui, voilà, il est fatigué, il y a une journée difficile ou je sais pas quoi, ou il est très excité, je ne sais rien quoi, mais juste une fois et que ça ne veut pas dire que tout est à recommencer. C'est le lien peut-être avec la fatigabilité, on n'en a pas encore chez nos élèves qui est vraiment conséquente, encore plus quand ça se multiplie. Et encore une fois, il faut que l'environnement pédagogique, parental et professionnel soit extrêmement bienveillant sur cette notion-là. Et même nous, du coup, quand on met en place les stratégies, je ne vais pas pouvoir attendre beaucoup d'un élève qui est complètement fatigué, anxieux, stressé à l'idée d'un événement. Voilà, même s'il a la stratégie et qu'il l'a automatisée, il ne pourra pas l'utiliser à un moment T. Et ça, voilà, il faut en prendre compte à chaque fois qu'il se trouve en posture de difficulté. S'il voulait, il le ferait. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est plutôt l'inverse. S'il pouvait, il le ferait. Et à ce sujet, on a souvent des enfants où il y a beaucoup de prise en charge. C'est-à-dire que comme on voit qu'il y a beaucoup de difficultés, qu'il y a beaucoup de possibilités de prise en charge, on veut tout faire en même temps pour que ça avance vite. Mais des fois, de multiplier les prises en charge, plus l'école, plus voilà, et en plus on veut pas lui faire rater l'école, donc ça va être tout en fin de journée. Donc à chaque fois c'est journée d'école, plus fin de journée, mercredi il se repose pas parce qu'il faut aller chez un neuropsychologue, etc. Ils sont épuisés en fait, donc ils vont pas forcément profiter des prises en charge. Donc parfois il vaut mieux voilà prioriser, c'est on va commencer plutôt par ça, par je sais pas quoi, l'orthopsie par exemple, et puis une fois qu'il y aura l'orthopsie, voilà, on verra pour faire l'orthophonie, puis après le relais orthopédagogie. Enfin, prioriser, ça prendra peut-être finalement moins de temps parce que à vouloir tout faire en même temps, finalement, ça n'avance pas finalement. Donc voilà, à éviter de trop multiplier et trop en demander aussi. Et puis au niveau scolaire aussi, ce qu'on trouve beaucoup dans l'association, aussi dans notre entourage, c'est par exemple le 3e trimestre. Souvent, chez ces enfants, est-ce qu'on peut dire un mot, parce que là on est en fin d'année, rassurer aussi un peu les parents, même si, ok, mais bon, là il y a l'orientation, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire justement sur La première chose, c'est de les renforcer d'avoir été jusqu'au bout. Parce que c'est vraiment un marathon pour eux. Ils n'en peuvent plus. Donc, juste de renforcer le fait qu'ils se lèvent encore tous les matins pour y aller. Je dirais que c'est le premier objectif. Et puis après, on parlera de réussite scolaire. Mais on est parfois tellement dans des situations d'échec qu'on va avoir du décrochage scolaire ou phobie scolaire. Donc, rien que le fait de continuer à y aller en fin d'année, voilà, c'est le premier objectif en renforce. Je vais rebondir sur la multiplication des prises en charge. Moi, en cabinet, ça m'est déjà arrivé où la maman assistait avec la psychologie. Et en cabinet, je voyais le petit, hyper petit, il n'arrivait pas à se concentrer. La maman a accumulé souvent en fin de journée l'orthophoniste et après la psychologie. Donc j'ai essayé de lui faire comprendre qu'il y avait un temps pour tout et que j'ai déjà l'orthophoniste et après, en même temps, on va venir me voir, voilà, surtout en plus, elle va mettre aussi la partie sportive le mercredi après-midi avec le judo, donc je voyais que ça faisait beaucoup et on n'avançait pas du tout sur le donc c'est pour rebondir sur son expérience professionnelle en cabinet. Et une question pratico-pratique, demain je vais avec mon enfant à l'hôpital, rencontrer un médecin spécialisé en TDA. Comment se passe le diagnostic? Est-ce que vous savez? Est-ce qu'il y a des exercices? Comment ça se passe? Alors, ils ont des grilles, en fait, enfin, ils ont des critères diagnostiques. Donc, ça c'est bien documenté. En fait, il y a des manuels diagnostiques, notamment un qui s'appelle le DSM-5, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un manuel américain. Il y en a d'autres, il n'y a pas que ça, il y a la CIM, enfin, il y a plusieurs manuels diagnostiques. Et donc, dans ces manuels diagnostiques, il y a des critères. Voilà. Et donc, il y a des critères qu'on se fait avec, qui se remplissent notamment avec des questionnaires parentaux. Enfin, on va interroger les parents, on va interroger comment ça se passe dans l'environnement, parce que le médecin, il voit l'enfant, enfin, c'est pareil, hein, mais on voit l'enfant dans le bureau
c'est pas la vraie vie en fait dans un bureau. Donc on va interroger les parents pour savoir comment ça se passe dans la vraie vie. Et le principe de base de tout professionnel de santé, c'est qu'on croit les parents. Enfin, il y a je pense, alors c'est autre chose, c'est le bégaiement, mais je vois toujours des parents qui viennent, qui me disent ah je suis désolée là il bégaye pas, mais d'habitude à la maison il bégaye. Je dis mais je vous crois quoi. Enfin il y a pas de, j'ai pas besoin d'une preuve. Faut que je le voie bégayer pour dire qu'il bégaye. Enfin, et c'est un peu pareil pour le TDA. Peut-être dans le bureau il va être bien ou il va être un peu, je sais pas. Enfin voilà, donc il va être très calme, etc. Mais si les parents disent qu'à la maison, c'est compliqué, qu'il a agité, qu'il se lève, qu'il fait 3 fois le tour de la table pendant le repas, et que, enfin voilà, et ben on croit les parents, c'est le principe. Donc beaucoup des questionnaires parentaux. Après, il peut y avoir de l'observation, mais sinon c'est globalement des grilles. Après, pour affiner, certains médecins peuvent avoir besoin ou aimer avoir d'autres bilans qui soient faits d'autres professionnels, hein, un bilan par exemple neuropsychologique. Mais un bilan neuropsychologique ne va pas permettre de faire le diagnostic parce qu'il va être fait dans un bureau, à un instant T et avec des tests. Donc, c'est sûr. comment? C'est un rendez-vous, il n'y a pas plusieurs rendez-vous. Normalement, c'est un rendez-vous. Après, chaque médecin pratique. Normalement, un rendez-vous peut suffire. Mais parfois, le médecin, il ne va pas avoir assez d'éléments à ce premier rendez-vous et il peut avoir besoin de vous faire revenir pour X, Y raison. Donc, je ne peux pas répondre de manière, enfin surtout que je ne suis pas médecin en plus, mais normalement un rendez-vous peut suffire, mais il peut arriver pour certaines raisons qu'il ait besoin d'autres éléments ou d'un autre rendez-vous. Voilà, c'est l'enfant à ce moment-là, quand la personne est anxieuse sur le plan, voilà. C'est pour ça qu'il y a un entretien avant pour justement évaluer un petit peu dans son entourage, dans son environnement pour l'enfant ou la personne est. Et puis voilà, après, s'il y a trop d'anxiété à ce moment-là, il y a l'utilité aussi de faire passer un bilan. Ça, c'est un peu en fonction de la situation, je pense que c'est contextuel. Alors souvent, le médecin, je vais rebondir sur ce qu'a dit Camille et ce qu'a dit Christina. Souvent, le médecin, pour simplifier, je vais être très basique, là, je vais vraiment beaucoup simplifier, son job, ça va être de coordonner tout le monde. Donc, il va avoir différents bilans dont il aura besoin, qu'il aura soit prescrit, demander à ce que la famille le réalise, ou par exemple, je pense au bilan par exemple neurovisuel, au bilan neuropsychologique, etc. Donc, avec l'ensemble de ces éléments-là, il y a déjà quelques pistes pour pouvoir commencer déjà à poser les choses. La deuxième chose, c'est que souvent, certains médecins, ce qu'ils font, c'est qu'ils font passer un questionnaire à la famille pour savoir comment ça se passe, mais qu'ils font aussi passer un questionnaire à l'équipe enseignante, quand l'enfant est scolarisé, pour savoir comment ça se passe en classe. Donc, quand il a tous ces éléments-là, c'est un peu un cuisinier. Quand il a tous ces éléments-là, il va faire ces déductions pour pouvoir établir un diagnostic. Donc, ça peut se faire en effet sur un seul rendez-vous. C'est souvent assez rare parce que les bilans sont très éloignés dans le temps. C'est une réalité de terrain, c'est que pour les familles, c'est très compliqué d'avoir des bilans. Aujourd'hui, par exemple, si on prend juste l'orthophonie, à quel niveau vous devenez la licorne à 6 pattes aussi, hein, un peu comme les ergothérapeutes. Donc, c'est très compliqué. Donc, le diagnostic peut se faire sur plusieurs séances. Ça peut arriver, ça peut être. C'est vraiment un diagnostic, c'est pour ça que les filles disaient tout à l'heure, c'est un diagnostic différentiel, avec différents éléments. Et surtout quand il y a plusieurs troubles, c'est-à-dire s'il y a une problématique juste attentionnelle, on va dire, un cas assez simple, ça peut être assez rapide. Mais si en plus il y a des problématiques au niveau des apprentissages, qu'il y a des problèmes de lecture, qu'il y a des problèmes de... On va avoir besoin vraiment de faire plusieurs bilans et des bilans un peu fins parce que, par exemple, une dyslexie peut donner des symptômes où on dirait qu'il y a un trouble attentionnel. Alors qu'en fait, c'est le fait qu'il y ait une dyslexie peut créer de l'anxiété par rapport aux apprentissages et l'anxiété, ça peut créer des problèmes attentionnels parce que quand on est anxieux, on a des ruminations anxieuses et on n'est pas concentré en fait. Donc c'est pour ça que des fois la poule l'œuf, enfin c'est important de faire des bilans un peu fins. Donc ça peut être un peu long ce processus, mais c'est vraiment l'idée d'éviter de se tromper de diagnostic. Alors l'autre élément qui est important, je vais rebondir sur ce qui a été évoqué précédemment, c'est la multiplication des prises en charge. Et une vraie réalité du terrain qu'il faut évoquer, moi en tant que parent, je peux l'évoquer, c'est qu'on est sur des listes d'attente.
Souvent, quand on nous appelle, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on attend. On ne veut pas venir pour rien. On ne veut pas venir pour rien, du coup. C'est ça. Donc, alors, j'ai l'appel de l'orthophonie qui arrive, j'ai en même temps l'appel de la radiothérapeute pour le bilan ou la prise en charge qui arrive, j'ai aussi l'appel de chez une place sanitaire pour notre type de prise en charge. Qu'est-ce que je fais? Je dis non, attendez, rappelez-moi dans 6 mois, je fais un risque, non, je prends. Donc, ça, c'est une réalité aussi, c'est que les parents aussi composent avec la pénurie que nous rencontrons dans la prise en charge ou dans l'accompagnement. Donc, sachant aussi que c'est des bilans hormis le bilan orthophonique, mais sinon ce sont des bilans qui ne sont pas remboursés non plus. Donc il y a tout cet aspect aussi de budget et qui est assez conséquent. Et il y a aussi quelque chose, un élément qui est très important qu'il faut évoquer, c'est qu'aujourd'hui, comme beaucoup de personnes dans notre domaine, en tant que parents, nous avons une pression sociale qui est très importante. C'est-à-dire qu'on doit performer comme au travail. Quand je vais faire mon job, je dois établir quelque chose, je dois rendre un résultat. Et là, avec mon enfant, c'est ce qu'on attend de moi. En tout cas, c'est le regard que la société me renvoie. Je dois produire un enfant qui soit à la hauteur de la société. Et donc, la pression sociale, elle est énorme. C'est aussi pour ça qu'il est très important de se faire accompagner convenablement par des psychologues, des coachs, sur la parentalité, sur son rôle en tant que parent, en acceptant aussi qu'on avance aussi avec ce qu'on peut, avec les cartes qu'on nous donne, les cartes à jouer qu'on nous donne. Je voulais revenir parce que moi j'accompagne des adultes voilà, qui sont face à ça, soit face à ce regard pour eux-mêmes, en fait. Et souvent, c'est important, les adultes, moi je t'accompagne aussi à accepter qu'ils sont différents. Ouais. Et l'acceptation d'être différent, de ne pas vouloir faire comme les autres. En fait, moi j'accepte, si je le dis aujourd'hui, ça se fait à ma façon. Et je vais plus écrire comme on m'a demandé d'écrire à l'école. Je vais écrire très mal pour pas être lu, et pour moi. Et je vais pas à ma façon, parce que j'ai fait le deuil de pouvoir dessiner de manière précise, parce que je ne suis pas aussi avec des principes. Et je pense que tous les adultes que j'accompagne, et c'est ça que c'est intéressant pour les enfants aussi, c'est qu'ils apprennent qu'en fait, ils ne vont pas faire comme les autres, parce qu'ils vont faire à leur façon, et que parallèlement, ils ont développé des talents où ils sont au-delà des autres dans plein de choses. Et je pense que c'est hyper important, parce que justement, de donner cette autorisation à l'enfant, en fait, de ne pas être aussi performant sur peut-être l'organisation des choses. Peut-être que papa prend une douche une fois de temps, parce qu'il y a des enfants, une fois de temps, c'est pas grave. Parce que côté ça, c'est déjà un super important. Et je trouve que c'est important de faire baisser la pression pour les enfants. On dégonfle la baline. On dégonfle la baline. Oui, et on dégonfle, et puis c'est pas grave, quoi. Des fois, c'est pas grave. Et moi, quand j'étais petite, je faisais passer mon doigt sur le billet, et la fois que je faisais les gens. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai des caries, c'est vrai que je m'en rends beaucoup depuis. Mais je sais qu'à l'époque, ça va quand même être la meilleure solution. Parce que quand on est dyspraxique, c'est juste une horreur. Et en fait, j'ai accepté, aujourd'hui, je suis dans l'auto-acceptation, parce qu'à l'époque, quand j'étais enfant, c'est ma mère la meilleure idée du monde. Et j'accepte ça aujourd'hui, parce que je trouve que c'est aussi important de comprendre les enfants et de sentir qu'ils font leur mieux. En fait. Ils sont tous compétents, comme tu dis. En fait, et moi, tu sais, la différence que je fais par exemple avec la dyspraxie, c'est pas que je ne peux pas, c'est que je peux pas. Et donc, j'accepte que je ne peux pas partager des choses en créativité, en image, en pédagogie, que je peux faire, que d'autres ne peuvent pas faire. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ce double regard sur justement qu'est-ce que ça amène en fait, parce que cette impulsivité amène l'enthousiasme, amène ce TDAH, il amène aussi des tas de choses extrêmement positives à l'humain. La difficulté, c'est qu'on est dans un environnement, parfois du travail, qui est extrêmement normé. Et moi, je vois que quand j'accompagne aussi des managers sur ça, l'idée, c'est de faire de l'explicite. Voilà, explicite, parce que voilà, le côté, mais pourquoi tu as parlé au chef alors qu'il t'a posé une question? Il a posé une question, mais celui-là, il n'a pas posé de question.
Voilà. Enfin, ça, c'est une expérimentation. Mais donc voilà, l'explicite, les règles explicites, le feedback sexuel régulier, positif et amélioré. C'est quoi le feedback? Le feedback, c'est vraiment d'avoir un retour factuel. Les managers, tous les managers, tout le monde en a besoin, mais pour les personnes, c'est expliqué, c'est vraiment expliqué de manière très factuelle. Et je reviens sur le fait de dire que c'est pas la maman qui dit que c'est l'emploi du temps, c'est le manager s'appuie sur des règles. En disant les règles ont été respectées, ou les règles ont été, les objectifs ont été dépassés, ou ont été réalisés, ou n'ont pas été réalisés. Donc c'est là qu'on est dans la bienveillance, ce n'est pas dans les bulles tout à fait, on est dans ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Ça c'est hyper important. Moi je fais des ateliers et des formations sur le feedback parce que c'est extrêmement important. Et c'est des choses qu'aujourd'hui on ne fait pas assez, où on a voulu, sous prétexte de bienveillance, de plus dire les choses. Et je pense que c'est horrible en fait. Du coup, c'est important de dire aux gens. Moi, j'ai eu très peu de feedback dans ma vie, alors j'étais en marge. Et voilà, et bon, voilà, c'est assez compliqué. Mais je trouve que c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de cœur à dire que les managers disent vraiment régulièrement sur ce sujet-là, j'ai observé que tu avais parfaitement rempli ta tâche et bravo, voilà. Et pas un bravo comme ça en passant le pouvoir en disant bravo. Un bravo comme ça, c'est un peu sympa. Mais par contre, bravo parce que dans cette tâche, tu as fait ça et c'était génial. Et je te demande de commencer le plus possible. Non, sur cette tâche-là, tu n'as pas pu. Et je pense que tout ça, ça participe à ça. Et le circuit de la récompense et l'explicite. Et aussi d'accepter qu'en effet, il y a des personnes qui vont devoir passer d'une tâche à l'autre. Voilà, et avoir plus de mal à rester focus sur une tâche. Des réunions de 8 heures, pour certains, c'est. Alors, en plus, les jeunes générations, mais pas tout. Mais parce que justement, il y a aussi cet effet environnemental qui fait qu'on consacre de plus en plus. Donc, ça renforce encore le système. Et je pense que c'est important d'intégrer tout ça pour les adultes. Merci, Mehdi. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les enfants 10. Et on pourrait croire qu'ils sont TDAH parce qu'ils sont dispersés. En fait, c'est plutôt parce qu'en fait, ils ne vont pas réussir à lire ou à écrire quelque chose. Donc, en fait, ils font autre chose. Ils parlent pour se donner, on va dire, une présence, parce qu'en fait, ce qu'on leur demande de faire, c'est pas dans leur capacité aujourd'hui. Et donc, du coup, on a souvent beaucoup de remarques sur ces enfants-là. Ils parlent, ils bougent en classe, ils font autre chose. Mais en fait, parce que ce que vous leur demandez en tant qu'enseignant, ils ne sont pas en capacité de faire. Donc je pense que, je ne sais pas, aujourd'hui, on a combien il y a d'enseignants. Voilà. Non mais en fait, la problématique, là, par rapport à tout ce que vous disiez tout à l'heure, c'est, nous, en tant que parents, on essaie de se former, on essaie de parler de tout ça et de même disperser cette connaissance autour de nous, parce que, encore aujourd'hui, quand on dit à un enfant dyslexique, ah oui, c'est juste une erreur, on peut l'aider. Bah non, en fait. C'est pas que ça. Et je pense que c'est pour qu'on arrive à aider nos enfants, il faut que la société comprenne que c'est pas parce qu'ils ont des TDAH 10 ou quoi qu'ils savent rien faire. Et en fait, je pense que la vision de la société, c'est ah oui, on va faire un dossier avec des TDAH, ah oui, c'est un handicap, donc ils sont nuls. Voilà. C'est vraiment par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ça, oui, ils ont une différence. Et alors, ils vont être très très forts dans d'autres domaines. Et je pense que c'est pas encore assez développé et connu par la société et par les enseignants. Je me permets, c'est pour ça que Camille et Margot parlaient de psychoéducation. Rééduquer l'entourage et parmi l'entourage, il y a des enseignants. Alors, il y a différentes choses. Alors des charges, nous, sur certaines conférences, on a eu quand même pas mal d'enseignants. Passionnés, notamment bien investis. Notamment des jeunes. Chez les jeunes, ils ont plus d'éléments les jeunes, ces jeunes enseignants ont eu des formations aussi quand même. Ça commence à en avoir. Les très jeunes. Dans la formation initiale. Dans la formation initiale. La formation dans la formation initiale. Ils ont certains. Ah ouais.
beaucoup. Pas beaucoup, oui. Bon. C'est léger, mais alors après, ça peut être une appétence personnelle. Oui, par contre, oui. C'est tout le travail, c'est tout notre travail associatif, c'est aussi, c'est vrai qu'on a fait l'impasse sur cette petite histoire qu'on raconte au début habituellement de l'ouverture d'événements. C'est pourquoi on a créé l'association. On a créé l'association, c'est parce qu'à un moment donné, on s'est retrouvés toutes les deux face à des difficultés où on ne comprenait pas tout, parce qu'on ne nous orientait pas convenablement, parce qu'on avait des remarques, mais pas constructives. Oh, il est tête en l'air, oh, il bouge partout, oh, bon, il va falloir serrer un peu la vis. La ligne, elle est bien écrite, hein, mais il y a un truc, quoi. Il y a un truc. Alors, je viens, il y a un truc. Donc, Je veux bien, hein, donc en fait, on s'est énormément, c'est à travers beaucoup d'embûches, beaucoup de larmes, beaucoup de lectures. Moi, je me suis retrouvée à lire des thèses, vraiment, parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Donc, aller chercher des thèses pour comprendre mais pourquoi, où est-ce que j'ai. Parce que moi, j'ai tout vu. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à se questionner face à un enfant de 3 ans où on n'arrive pas à le mettre dans aucune case, ah bah, il est super intelligent, mais là, pour se poser. On va faire un truc, voilà. Donc, mais ok, donc j'ai été voir un psychologue, un psychiatre, un pédopsychiatre, dites-moi où est-ce que je ne fais pas bien, parce que forcément c'est la première question, où est-ce que moi je n'ai pas fait les choses convenablement pour que mon enfant quand il arrive, à 3 ans, il se retrouve exclu de sa classe une fois sur 2. Qu'est-ce que je fais de pas bien? Et c'est vraiment par manque de réponse. C'est beaucoup de pleurs, beaucoup de soirées à discuter. Et puis un jour, on s'est posé la question toutes les deux quand on a commencé en fait à mettre le pied à l'étrier. Quand on a commencé nous à comprendre un petit peu comment ça se passait et où est-ce qu'il fallait aller chercher, où est-ce qu'il fallait aller creuser, par quoi commencer, quel médecin, quel professionnel, parce que nous on a découvert les professionnels un peu comme pour d'autres parents, sur le tard. Bon, l'orthophonie c'est connu, ok. Voilà. Et encore souvent mal connu. Mal connu, voilà, avec une compréhension un peu biaisée, certes, mais alors, l'orthopédagogue, D'ailleurs, à chaque fois, hein, dans les réunions éducatives, donc voilà, donc on s'est posé la question. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai rencontré un psychologue scolaire. Donc j'ai été le voir parce qu'à un moment donné, il fallait que je fasse un bilan neuropsychologique, donc un risque pour mon fils, pour comprendre. Moi, je partais sur la petite du TDAH. Je me disais, bon, les TDAH, ok. J'ai grosso modo compris, il ne rentre pas dans les cases et il m'explose tout sur un poste. Moi, il a été quand même viré une journée de la crèche à 18 mois. Voilà, quand même, j'ai commencé à la crèche. Donc, et je vais faire ce bilan, je vais voir le psychologue scolaire parce qu'on me dit dans les textes qu'il est habilité à faire passer ce test. Et donc, elle me reçoit pour me faire la restitution et elle me dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi vous venez me voir? Il a 6 ans, il parle comme. Déjà, je ne suis pas normale. Il a 6 ans, il parle comme un enfant de 12 ans. Bah, c'est pas de ma faute. Il parle comme un enfant de 12 ans, j'essaie de comprendre. Et puis, je ne vois pas où il y aurait un problème. Parce que concrètement, et je vous assure que c'est véridique, hein, concrètement, il n'y a pas tant de roumains dans son école. Alors moi, je bug totalement, je ne comprends pas. Non, mais je ne comprends pas. Et elle finit par me dire... Il n'y a pas tant de... Il n'y a pas beaucoup de roumains, donc en fait, dans son école, ils ne reçoivent pas énormément de roumains, donc il y a une prise en charge optimum, en fait. Les enseignants sont là, sont présents, et ils font leur job. Donc, voilà. Et elle a fini, elle a clôturé par dire, en même temps, vu vos origines, on sait que vous élevez des enfants rois. Bon, ok, je fais quoi avec ça? Mais réellement, moi je suis allée avec mon petit bonhomme de 6 ans, je cherche un diagnostic, j'ai une psychologue scolaire en face de moi qui me paragonne des trucs improbables, je lui demande des résultats, elle me dit que je ne suis pas habilitée à les avoir, qu'il faut que ce soit un autre psychologue qui demande les résultats, donc je me retrouve sous tutelle. Et donc, Christina, c'est elle qui a réceptionné la note humaine que j'étais devenue au sortir de ce type de rendez-vous, parce que ce n'était pas un seul rendez-vous, c'en est plein d'autres avec d'autres professionnels. Et donc on s'est posé la question, nous, à un moment donné, de se dire, ok, on est très mal cortiqués, toutes les deux, on se débrouille, on est là pour se soutenir l'une l'autre et on avance en fait au fur et à mesure avec ça, mais qu'est-ce qui se passe dans les autres? C'est comme ça que la mémoire bouddhiste est née. Donc, pour revenir à ce que vous disiez, tout le travail en fait associatif, c'est aussi
d'aller dans les écoles, de mettre en avant les professionnels par le biais de conférences, par le biais de reportages qui sont diffusés. Donc, c'est vraiment un gros travail qu'on effectue sur la sensibilisation et l'accompagnement. Mais c'est un travail aussi, très sincèrement, ça ne peut pas se faire sans la présence de bénévoles, sans la présence de... Donc, en effet, on a beaucoup de retard. Sur une échelle, on est quand même, par rapport au Canada, on est à 30 ans. Ne serait-ce que la Belgique. On est à 30 ans d'écart en termes d'avancée, c'est-à-dire au niveau où eux ils sont, nous sommes sur l'accompagnement, la prise en charge des troubles neurodéveloppementaux, on a 30 ans dans la vie. On ne va pas très loin, on va en Belgique. Aujourd'hui encore en France, les personnes qui ont besoin, qui ont un TSA lourd, qui ont besoin d'être prises en charge de façon dans des institutions, dans des maisons, dans un accompagnement spécifique, on paye la Belgique pour qu'ils les prennent en charge. Donc, en effet, il y a un gros travail, et en effet, sur le terrain, c'est fastidieux au quotidien. Voilà. Bienvenue dans la parentalité. Et Camille, j'ai une idée popcorn. On n'a pas parlé effectivement de la guidance parentale dans la prise en charge du TDAH. Ouais. On l'a évoqué en filigrane. Oui, mais jamais de manière... Tu veux parler des groupes Barclay, tout ça? Si vous voulez bien, du coup, on parle un petit peu de la guidance parentale. Vas-y, je te laisse parler des groupes Barclay. Ah oui. Bon, bah... Mais la guidance parentale... Dans votre cabinet, si vous pouvez nous dire à quel moment on a s'arrêter aux parents. S'arrêter sur cette guidance. Alors, la guidance parentale, c'est les professionnels qui vont guider les parents, en fait. C'est ça, effectivement. Comme les groupes d'habileté sociale, c'est donc des prises en charge qui sont proposées. Dans le TDAH, du coup, en première intention, on a bien le traitement médicamenteux, et en deuxième intention, du coup, ça va être la guidance parentale, qui vont suivre du coup un programme créé par le professeur Barclay, qui va aider du coup les parents à structurer au mieux chaque étape difficile du quotidien de l'enfant TDAH sur plusieurs semaines pour pouvoir mener vers un équilibre quotidien qui fera en sorte que l'enfant soit en posture de réussite. Et ça, c'était important puisqu'on parlait beaucoup du parent. Tu évoques la guidance de Barclay, mais il y a encore d'autres types de guidance qui sont très méconnus en France, mais qui existent beaucoup dans d'autres pays, le Liban. Vraiment, la guidance parentale, en effet, c'est quelque chose qui peut faire la différence sur l'accompagnement, sur la prise en charge. Je voulais dire. Est-ce que je vais reformuler, parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. La guidance parentale, en fait, c'est on va former les parents à l'attachement, la compréhension et la posture finalement de parents aidant, pas sauveur, aidant, qui va favoriser la structure, qui va favoriser aussi l'autonomie. C'est ça. C'est la psychoéducation qui parlait tout à l'heure. Exactement. La première étape du programme, c'est bien la psychoéducation et après la mise en place de structures. Parce que l'enfant, il vient dans notre cabinet une demi-heure, une heure, 2 par semaine. Il est tout le reste du temps à l'école, mais aussi avec ses parents, en fait. Donc, dans le bureau, c'est bien, mais c'est important d'accompagner les parents aussi pour que ça soit tout le temps, en fait. Ce sera beaucoup plus efficace. Parce que les enfants, ils ont 24 ans. Les parents ont les enfants 24 ans. C'est ça. Voilà. Et en même temps, pour avoir vécu ça, parfois il y a un total décalage entre la perception qu'on a à la maison et la perception de comment ils se comportent à l'école. Moi, c'était le cas, j'avais l'impression qu'ils ne parlaient pas de mon enfant, en fait. Et finalement, ce qui est génial, c'est cette communication. Le fait aussi de communiquer avec les enseignants, avec bienveillance, en comprenant que eux, ils n'avaient pas le même regard sur mon fils que moi j'avais, parce qu'ils ne voyaient pas le même Guillaume que moi. Et du coup, en fait, au fur et à mesure aussi, ils ont mieux compris, et moi j'ai mieux compris. Voilà. Et ça a aidé aussi l'accompagnement derrière. Parfois aussi, il faut savoir aussi nos enfants, tous les enfants ne se comportent pas de la même manière. Ils sont chez la grand-mère, chez nous, à l'école, machin. Et quand les enfants font des trucs, parfois c'est encore plus important. Et souvent on ne sait pas, et c'est pour ça que c'est intéressant d'écouter aussi l'équipe éducative et pas d'imaginer qu'ils inventent des trucs, qu'ils n'ont pas compris. Parfois c'est aussi que juste ils n'ont pas le même en fait en face. Je trouve que c'est important de le dire aussi, parce que je trouve parfois, enfin moi en tout cas, ça a été un moment où j'ai bugué. Je me disais, mais j'étais en colère, quoi. Je me disais, c'est pas possible. Et en fait, en discutant,
en fait, avec bienveillance, on a réussi à s'entendre. Et je trouve que c'est moi qui ai fait le pas d'aller discuter, c'est important, c'est discuter, et d'essayer de comprendre pourquoi cette prof me disait un truc sur mon fils que pour moi, je ne trouvais pas vrai. Puis après, on s'est rendu compte que les deux réalités coïncident. Chacun avait sa réalité. Ouais. Du coup, je vais rapidement rebondir juste sur ce que Christine disait, rebondir sur ce que Christine disait, à quel moment on arrête. Je crois que personne ne sait, je crois que c'est personnel, c'est cette décision, d'une part. D'une autre part, comme Margot l'a dit, et elle aussi, c'est le job, c'est d'accompagner avec nous. D'accompagner, en fait, à un moment donné, à ce qu'on puisse laisser l'autre être juste. Donc, il y a... Je le disais en forme de provocation. Oui, mais je pense que c'est une bonne question. C'est épuisant. C'est-à-dire que bon, moi j'ai la chance maintenant, mon fils est adulte, il a eu la chance d'être sur une période où il pouvait encore avoir des rendez-vous avec des professionnels, donc il a été dans la coordination du docteur Charolais, donc il a eu un suivi vraiment tout à fait satisfaisant, mais par exemple aujourd'hui il est marinier, il est dans la batterie. Il a eu une orientation en fait facilitante par rapport à ses difficultés scolaires. Et ce qui reste prégnant, aujourd'hui à 26 ans, ce qui reste prégnant, c'est qu'il ne faut pas qu'il rate l'embarcation. Et du coup, moi je suis en stress alors qu'il vit du chez moi avec les papas et tout ça. Moi je suis toujours en stress quand il embarque. J'arrive pas à me détendre avec ça. Et du coup, il n'y a pas très longtemps, j'ai croisé son patron qui m'a dit ça reste un problème, c'est comme pour le lever le matin. Donc, du coup, il dit vous inquiétez maintenant, comme j'en ai marre, il n'est pas là le lundi matin, je le fais embarquer le dimanche. Voilà. Et donc, je dis et en fait, aujourd'hui qu'il est papa, ben, je suis en stress parce qu'il part 5 minutes avant la fermeture de l'école pour aller chercher sa fille qui est à 20 minutes. Quoi. En fait, j'ai l'impression que ça s'arrête jamais. Je suis pas sûre qu'en tant que parent, c'était une réponse très philosophique, je suis pas sûre qu'en tant que parent, on a c'était drôle, ça c'est le premier point. Après, je pense qu'à un moment donné, il est question aussi que la personne invente ses propres rituels. L'objectif, c'est de l'accompagner à ce qu'à un moment donné, elle devienne elle maîtresse ou maître des choses, et que ce soit elle qui invente ses propres rituels. Donc en effet, si il y a le petit l'enfant à aller chercher à l'école et que c'est un jour il sera en retard, il sera tapé sur les doigts et puis il pensera avec son voilà, c'est pas pour les chiens qui est. Oui, ça fait partie. En fait, l'erreur, c'est en faisant l'erreur que finalement, en fait, c'est en étant responsable. Ce que fait le patron, je trouve que c'est plutôt positif parce qu'en fait, il va y avoir une sanction en fait, qui est parce qu'il n'a pas et parce que c'est important dans ce métier. Donc en fait, il va du coup pour éviter d'être sanctionné, il va mettre en place des stratégies et ça va générer dans son cerveau une stratégie qui va permettre qu'il arrive à l'heure. En fait, et s'il n'est pas confronté à l'erreur, si l'enfant par exemple il a un retard sur le bus, et ben, il ne se dit pas il faut que je mette mon réveil à l'avance pour pas rater mon bus. Quand les mains vont pousser en disant je vais rater ton bus, tu vas rater ton bus, tu vas rater ton bus, au fou dehors, et ben, le jour où on dit bon tu rates ton bus, maintenant tu te débrouilleras avec le bureau des élèves, et ben, il rate son bus, il se débrouille pas avec le bureau des élèves qui sont mal, et il rate son bus. Moins. Non, mais c'est très bien. Aujourd'hui, c'est ça. Mais ce que je dis, c'est que si on l'empêche de rater, sinon, si on l'empêche, après, ça dépend de l'âge. Et évidemment, on adapte à ce que chaque âge, on va dire, il est grand. Et je trouve que c'est hyper important d'accepter que, justement, l'erreur et l'échec, en fait, fait partie du système. Et c'est comme ça qu'on prend le coup. Alors, ce qui est rassurant ici, pour tout, c'est qu'il part en forme ou pas. Il y en a qui le disent. Il va chercher l'enfant, mais en retard, mais il va. Il y en a qui le disent. Donc, c'est rassurant. C'est-à-dire qu'on dit ce que je fais, c'est d'attendre, d'être à la garderie, parce qu'il va se faire taper sur les doigts, c'est vraiment par les enseignants, et à un moment donné, ça rentrera. Ça, c'est le pire qui puisse arriver, je pense, pour ce cadre-là. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'il part. Il y en a qui me disent qu'il y a on va terminer avec la dernière question, madame. Alors, c'est pas une question, je
suis encore une autre psychopédagogie, mais c'est plutôt une information. D'accord. Concernant la guidance parentale, il existe des programmes de guidance parentale qui sont organisés par le Centre de ressources autisme et le Centre de tous les apprentissages, auxquels les gens peuvent avoir accès à la demande d'un médecin, d'un pédiatre, d'un pédopsychiatre. Ils adressent la demande au Centre de ressources autisme et au Centre de tous les apprentissages. Et on est des numéros qui viennent à domicile et qui sont sur 4 programmes. On vient sur 10 séances, une fois tous les 15 jours. Et on ne voit pas du tout l'enfant, vraiment pour les parents. Et c'est sur 4 thématiques. Alors ça peut être le sensoriel, la communication, ça peut être l'autonomie, et le quatrième, c'est juste après le diagnostic. Mais du coup, est-ce qu'il faut être dans, par exemple, le CRTLA ou le contrat? Est-ce qu'il faut être déjà intégré dedans? On n'est pas obligé d'avoir le diagnostic par le Centre de ressources autisme. On peut avoir le diagnostic d'autisme, par exemple, un enfant a un diagnostic d'autisme posé par un pédopsychiatre ou un CLT. Le pédopsychiatre peut faire la demande auprès du Centre de ressources autisme. Il adresse la demande au service dédié, on le trouve sur le site. Et ça passe dans une sorte de commission, il valide la demande. Après, la référente au Centre de ressources autisme contacte un libéral avec lequel ils ont contractualisé, on fixe un rendez-vous et on met en place la guidance parentale. Et en tant que professionnel, on va une fois tous les 15 jours. Et ça dure entre 45 minutes et 1 heure. C'est très. Alors, c'est pas éducateur, on entend bien, c'est de la guidance parentale. C'est de la guidance parentale, par exemple, sensorielle, on va expliquer quels sont les problèmes sensoriels que peuvent rencontrer, par exemple, les personnes autistes, moi c'est tout ce que je travaille. Ou après, on va faire un sorte de bilan avec les personnes, enfin avec les parents. Après, on va choisir des objectifs, et le but, c'est que les parents acquièrent des compétences qu'ils pourront réutiliser par la suite. Par exemple, si sensoriellement c'est très compliqué de manger de la banane, on va travailler sur cet objectif, on va voir qu'est-ce qui est possible de mettre en place, et le but c'est qu'ils puissent utiliser ces compétences pour un autre laboratoire, par exemple. Ou si c'est compliqué d'avoir de sur soi, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de faire en sorte que par petit palier on arrive à se laver, et on va pouvoir utiliser cette compétence dans une autre situation où ce sera sur le bruit. Vraiment, c'est pour acquérir des compétences que les parents pourront réutiliser par eux-mêmes après, toujours avec le soutien des professionnels, mais le but, c'est vraiment d'acquérir les compétences. Comme pour la communication, on explique qu'est-ce que la communication, comment mettre en place le bec, le répondre, ce genre de choses. Alors après, c'est bien qu'il y ait l'orthophonie, c'est tout, mais c'est pour que dans l'idée, on comprenne qu'est-ce que la communication, comment ça fonctionne, comment on peut développer la communication par exemple qui serait verbale ou qui serait hispanique. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est des détails. Et c'est gratuit. Merci. C'est gratuit. Merci pour l'information. Mesdames, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter? Oh non, merci. Merci de votre attention. Merci. Merci à vous. Parce que c'est elle qui est la mieux placée par le cours nous dire, pour faire les règles et nous dire ce qu'il en est. Donc, à toi la parole. Du coup, je m'appelle Océane, j'ai 18 ans et j'ai voulu apporter mon témoignage parce que j'ai 3 casquettes et du coup, tout ce qui a été dit avant, je valide. C'est compliqué d'allier. Enfin, moi, du coup, je suis dyslexique, donc c'est compliqué effectivement d'allier la lecture quand il faut se concentrer à l'école, pour les études de manière générale, l'autonomie. Du coup, cette année, je suis rentrée en première année de licence, donc je me suis retrouvée toute seule à devoir gérer mon appartement, les dépenses. C'est des choses qui ne sont pas évidentes, mais toujours, comme disait Margot, avec quelqu'un qui est derrière nous, qui nous aide à pas à
à être autonome, à vraiment acquérir l'autonomie, bah, ça aide beaucoup. Enfin, moi, du coup, je suis aidée quand même pas mal de ce côté-là pour pouvoir réussir à gagner en autonomie de façon générale, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ta scolarité? Ouais. Qu'est-ce qui a été compliqué? Qu'est-ce qui a... Très tôt, on va dire, j'étais dans la violence avec les autres. Si on avait des jeux à l'école, une espèce de tricycle, si ils étaient tous pris et que j'avais pas une place, bah, je mordais les gens. Voilà. C'était comme ça. Du coup, très tôt, ouais, j'étais dans la violence, donc forcément, bah, j'avais pas d'amis, clairement. C'était très mal vu aussi, c'est logique. Mais, voilà. Puis petit à petit, alors j'ai arrêté d'être violente, mais du coup ça s'est transformé en bavardage intempestif. Je coupais la parole au prof. Si je disais quelque chose et que j'étais sûre que j'avais raison et qu'on me disait mais non t'as tort, bah, je faisais des cris, c'était vraiment l'enfer. Jusqu'au jour où en gros CP, C20, les profs en avaient marre en fait, donc ils ont commencé à me virer. Puis ils disaient mes parents, oui bah vous voulez du mal, c'est votre faute. Donc ça a été une scolarité quand même assez compliquée, jusqu'à ma 3e, où j'ai rencontré un prof qui était référent de tous les profils 10 et de tout ce qui est HPI. Et puis il a su donc repérer mon HPI et un peu tout ce qui est à côté. Et du coup, il m'a pas mal aidé de ce côté-là en fait. Et du coup, bah, après, ça allait mieux grâce à lui. Donc c'est celui avec lequel tu as travaillé sur la robotique. Ouais, c'est ça. Tu peux nous dire un petit peu ce que c'est mis en place? Du coup, lui, en fait, il voyait de plus en plus, donc il s'est formé tout ce qui est 10 et HPI. Donc il voyait du coup de plus en plus d'élèves qui étaient non seulement pas identifiés, mais aussi pas aidés. Du coup, c'est très compliqué pour eux de suivre une scolarité entre guillemets normale quand ils se retrouvaient face à des élèves qui étaient à peu près perdus, les parents pareil. Donc du coup, ce qu'on a fait ensemble, moi j'étais beaucoup intéressée par ça. Donc on a travaillé ensemble sur des ateliers pour, alors nous on l'a mis en place pour les HPI, mais c'était aussi ouvert aux autres élèves, quoi. Et du coup on a mis en place donc un atelier robotique, c'était un concours. Moi il m'a dit de faire un concours de sciences, et j'ai fini première nationale par exemple. Donc du coup c'est à peu près ce qu'on a mis en place, et puis maintenant il fait de plus en plus de choses, et du coup il se forme aussi au PDH par exemple, il se forme aussi à des. Est-ce qu'il y a des difficultés en termes d'orientation? C'est-à-dire là aujourd'hui tu es en STAPS, tu es en licence, ouais. C'est un bon parcours, tu es dans le temps. Parce que vu ce que tu es dans la suite, ça va pas être simple pour toi d'y arriver. Et au moment de l'orientation, est-ce que dans TDAH, tu poses problème? Est-ce que c'est quelque chose qui a compté dans la balance? Oui, alors justement, c'était souvent mal vu, parce que j'avais, on peut le dire, beaucoup de facilité. J'avais de bons résultats, j'avais 15 de moyenne centralisée, c'était absolument révolutionnaire. Donc j'avais pas ce problème d'organisation-là. Mais quand il a fallu choisir une orientation, savoir s'organiser, j'ai super plateforme Parcoursup par exemple, là c'est devenu plus compliqué. Et donc là, on a vu qu'effectivement il y avait vraiment un problème. Donc, pour le coup, ça m'a vraiment posé problème de ce côté-là. S'il n'y avait pas quelqu'un justement qui me disait, tu sais, si tu fais pas ça avant telle date, tu n'auras pas d'avenir. Et donc c'est des petites carottes, quoi. Et je sais que moi, ma mère, elle était souvent là à me dire, si tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas vivre. C'était des petites carottes comme ça. Et donc j'ai été aussi aidée de ce côté-là, accompagnée, pour pouvoir à peu près garder un cadre sur l'orientation. Et qu'est-ce que tu pourrais dire comme message aux parents qui sont présents, qui ont des enfants TDAH ou 10, ou en tout cas quand on est atypique? Parce qu'il y a des échecs, comme vous disiez, il y a des réussites, mais il y a des choses vachement chouettes aussi. Oui. Ah oui, c'est super. Enfin, moi au début, je
cracher sur le fait d'être HPI. Je disais, c'est n'importe quoi, ça sert à rien, c'est un handicap, mais c'est très utile quand on a besoin de faire plein de choses à la fois et puis qu'on réussit tout, on est très content. Je pense qu'aussi, ça a déjà été dit avant, mais il faut savoir avancer pas à pas et si on fait face à des échecs. J'ai la chance de ne pas encore en avoir connu, donc j'ai pas eu trop de difficultés à vivre et du coup à m'adapter, mais je pense que si on fait face à des échecs, il faut voir aussi un peu le verre à moitié plein. Et du coup, de se dire, certes, j'ai peut-être échoué à tel niveau, mais en fait, j'ai déjà réussi les étapes avant. J'ai peut-être pas franchi la ligne d'arrivée, mais au moins, j'ai réussi à parcourir une certaine distance. Et là, c'est vraiment important. Alors, je sais que les médecins qui travaillent avec moi, c'est ce qu'ils me disent tout le temps, en fait. Ouais. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui est aussi. Oui, c'est ce qui est dit avant. Ouais, c'est ça. Est-ce Renforcer. qu'il y a quelque chose qui, pour finir, est-ce que tu as quelque chose qui te paraît primordial à partager? Non, l'essentiel avec les filles avant. Peut-être que vous avez des questions. Ouais, peut-être que j'ai des questions. Non, mais je pense que ce que tu viens de dire, ce qui est primordial, c'est que quelqu'un qui t'a aidé à l'école. Ouais. Non, mais franchement, parce que je pense que. Moi, je plein de choses, mais si à l'école, on n'est pas compris, c'est très très compliqué. Ah oui, moi, je suis l'enfer. Donc, je pense que la chose, ce qui est primordial, c'est qu'à l'école, on t'a accompagné et tu as pu. Ah oui, parce qu'avant, je ne l'étais pas, c'était vraiment l'enfer. Hein. Si les profs ne comprenaient pas, c'était l'enfer pour eux. Je pense que l'enfer pour eux, pour les autres élèves de la classe, pour moi, pour mes parents, c'était l'enfer pour tout le monde. C'est la compréhension, en fait. Et qu'est-ce qui t'a aidé le plus? Tu veux dire, ce prof, qu'est-ce qui t'a aidé le plus? Ça engage plein de choses, mais moi, mes parents étaient beaucoup, forcément, ils avaient plus de moyens, quoi. Vraiment, ils étaient au bout, ils ne comprenaient pas. Ouais. Et donc, si les enseignants disent, faut la punir parce que, par de quoi, eux, ils écoutaient, en fait. Ils ne savaient pas, donc si on leur dit de faire un truc, peut-être que c'est vrai, du coup, il n'y a pas de mode d'emploi aussi avec les parents, donc bon, je vais le faire. Donc, souvent, je me suis retrouvée non seulement à être punie à l'école, mais en plus à la maison à écrire des livres, des centaines de livres. Voilà. Et du coup, lui, quand il est arrivé, ça m'a permis de moi comprendre, en fait, que quand je pensais que les autres n'étaient pas normales, en fait, c'était juste moi qui étais atypique. Et souvent, j'ai eu ce décalage-là où, forcément, j'étais en avance sur beaucoup de choses. Et pour moi, c'était pas normal que les autres, ils n'allaient pas aussi vite que moi en classe. En fait, non, c'était l'inverse. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé donc, à comprendre. Et du coup, derrière, j'ai pu expliquer notamment à ma mère un peu pourquoi du comment. Quoi. C'est marrant parce que ce que tu dis, c'est ce que j'entends souvent. Il y a des gens qui viennent quand ils sont inscrits, ils disent en fait, mais pourquoi ils sont nuls les autres? Enfin, je comprends pas pourquoi les autres ne fonctionnent pas comme moi. En fait, pourtant c'est logique et pourtant c'est naturel. C'est ça. Et c'est vrai que la logique, elle est dans ce sens-là. Et c'est après, c'est là qu'il faut faire l'effet miroir. En fait, finalement, c'est quand tu as compris que c'était pas les autres qui étaient tous atypiques. Tous bizarres, tu vois, ils n'étaient pas bizarres, mais différentes. C'est là où toi, tu as pu aussi mieux vivre. Surtout que toute mon enfance, j'ai entendu justement, t'es bizarre, t'es vraiment un extraterrestre. Il y a quelqu'un qui arrive qui me dit non, justement, t'es pas un extraterrestre, t'es juste différente, t'as des particularités, mais tu restes un humain comme les autres. Ça apaise un peu les choses. Ça enlève une certaine mesure quand même. Ouais. C'est peut-être d'accepter d'être juste différente. Et de pouvoir du coup profiter de tous les potentiels. Oui, j'entends aujourd'hui, du coup, tu es contente d'avoir toute cette diversité. Oui, et puis même justement l'hyperactivité, ça peut être hyper néfaste dans la vie quotidienne, c'est sûr. Quand on ne trouve pas le bouton off, c'est très chiant. C'est pas par manque de volonté, mais parfois, moi du coup, je me suis retrouvée l'année du bac, j'étais investie partout, je faisais des semaines à 60 heures quasiment. Je voyais très peu mes parents, j'étais tout le temps partie quelque part. Et ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, je ressentais pas la fatigue.
vu que j'étais tout le temps sur Kivil, l'activité et tout, je n'avais pas besoin d'être au repos. Donc, ça a des avantages comme ça, des inconvénients, ça dépend comment c'est. Voilà, c'est ça. C'est un équilibre en fait à trouver qui n'est pas toujours évident. Ah non, c'est pas évident. Merci, Océane. Merci beaucoup, Océane.